Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant-match, Espagne-Angleterre, finale de l'Euro, les amis, il est temps, ça sera mon seul et le dernier de toute façon, vu que c'est la finale avant-match de la compétition. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est l'heure de parler de cette finale, c'est pas encore l'heure de la jouer, mais on espère quelque chose de grand pour nos joueurs du Barça, principalement Lamine Yamal, qui sera le personnage central de ce match, comme il l'a été tout au long de l'Euro, surtout après son match et son but légendaire contre la France. On attend vraiment c'est une belle affiche, mais on attend un grand match. Déjà pour commencer, chose assez curieuse, mais c'est comme ça tombe comme par hasard comme ça, mais je ne serai pas chez moi pour la finale, je serai en France, chez des amis. Donc, concernant le débrief du match, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas si je pourrais vraiment faire un débrief ou si je ferais un débrief un peu à l'arrache avec mon portable ou un truc dans le genre. Ça dépend le match, je vous avoue. Peut-être, ça dépend le résultat de la physionomie du match, mais j'essaierai de faire quelque chose quand même, si je n'aurai pas tout mon matériel pour travailler. Mais bref, voilà, c'est tout, c'est dit. Une belle affiche sur le papier, de toute façon. Espagne-Angleterre, c'est deux grosses nations du football. L'Angleterre, c'est sûr que ça a pas toujours été très joyeux pour eux, mais voilà, c'est aussi une affiche qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement. Franchement, quand on regarde les dernières affiches d'Espagne-Angleterre, les derniers matchs, bon, ça date, le dernier match de toute façon entre les deux date de la National League, et c'était en 2018, les amis. Une victoire, donc le dernier match 3-2 de l'Angleterre, le match d'avant, donc National League aussi, 2-1 pour l'Espagne. Donc à l'époque, évidemment, c'était pas les mêmes équipes. Par exemple, en Espagne, quand on regarde un petit peu la composition d'équipe, on voit qu'à gauche, le latéral gauche, c'est Marcos Alonso, en défense Nacho et Sergio Ramos. Nacho qui est toujours là et qui serait probablement peut-être titulaire ce week-end. À droite, c'était Johnny, voilà. Je ne ferai pas de vanne, mais c'était Johnny, quoi. Milieu, Saúl Ñíguez, Sergio Busquets et Thiago Alcantara. Donc vraiment, voilà. L'attaque, Marco Asensio, Rodrigo, vous vous souvenez, Rodrigo, le cousin, je crois, de Thiago, et Iago Aspas. Donc c'est vraiment, clairement, pas du tout la même équipe. Le seul joueur qui reste, c'est Nacho Fernandez. Pour le reste, voilà, on a à l'époque quand même, le buteur, le deuxième buteur espagnol, enfin, le premier buteur espagnol, celui qui a mis le premier but, c'était Paco Alcácer, quand même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il y avait Dani Ceballos, il y avait Alvaro Morata, qui était même pas titulaire, il y avait Gaïa, il y avait Raúl Albiol sur le banc, Azpilicueta, Marc Bartra, Rodri à l'époque était sur le banc, Coquet, Suso. C'était une toute autre Espagne, c'était voilà, Luis Enrique à l'époque le coach, mais c'était quand même une toute autre équipe que ce qu'on a aujourd'hui, donc on peut pas vraiment dire ah ouais mais le dernier match ça s'est passé comme ça, alors voilà, ça ne voudrait rien dire quoi. Donc mis à part la Ligue des Nations, eh bien les derniers matchs avant la Ligue des Nations, avant 2018, c'était des matchs amicaux en 2016, 2015, 2011, 2009. Souvent match nul ou victoire de l'Espagne. C'était chacun son tour, j'ai envie de dire. Match nul, victoire de l'Espagne, victoire de l'Angleterre. Mais le dernier match qu'il y a eu dans un Euro entre l'Espagne et l'Angleterre, c'était en 1996. Ça remonte un peu. Ça remonte un peu à loin. Donc c'est pas une affiche qu'on a l'habitude de voir, et pourtant, j'avais fait mon pronostic pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le prono de l'Euro. Bon, c'est souvent des pronostics, tu le fais au feeling quoi. T'essaies de regarder un peu les derniers résultats des équipes, mais la compétition ça a rien à voir avec les matchs de préparation, c'est des autres, il peut se passer quelque chose dans la compétition, que tu vois, il va y avoir un élément qui va déclencher une certaine foule, une certaine puissance chez les joueurs, chez certains joueurs, dans certaines équipes, une puissance collective d'un coup qui peut se construire dans une compétition à travers des matchs fous. Donc on sait jamais ce qui peut se passer. Bon, moi mon pronostic, la finale c'était Espagne-Angleterre. J'avais pas exactement tout juste sur les trucs des débuts, les classements dans les matchs de groupe, les huitièmes, les trucs, du coup ça donnait pas forcément les mêmes matchs, mais au final j'avais dit que l'Espagne irait au bout et que l'Angleterre aussi. Mon pronostic, alors j'espère que j'aurai tort évidemment, parce que j'avais donné l'Angleterre gagnante de l'Euro, mais comme je l'ai dit, c'était un peu avant de voir la compétition, et l'Espagne m'a agréablement surpris. Non pas que j'ai découvert une Espagne qui a du talent, mais je pensais pas que ça serait aussi fort, tout simplement. Lamine Yamal qui répond présent, qui est monstrueux, Nico Williams, voilà. Le seul bémol qu'on a, c'est que Pedri s'est blessé, mais Dani Olmo est en train de faire une compétition assez monumentale, hein. Il prend la relève, plus que la relève de Pedri. Il a
apporte quelque chose en plus de Pedri, un jeu plus direct, plus de dribble, plus de percée dans l'axe. C'est pas le même joueur que Pedri, c'est pas le même profil. Moi je suis pas en train de vous dire, en train de comparer les deux joueurs, mais Dani Olmo apporte plus de danger. La preuve, il est meilleur buteur de cette équipe d'Espagne. Et puis on a une équipe derrière qui est solide, un gardien qui, même s'il est pas toujours très serein, balle au pied, même si moi il me fait flipper, c'est assez solide dans les cages pour le moment. Quand on regarde un petit peu le parcours des deux équipes dans cette compétition, on voit déjà que le match de groupe, rappelons-nous, alors certes sur le papier et dans la vraie vie c'est pas la même chose, mais sur le papier l'Espagne avait le groupe de la mort, tombé avec la Croatie, avec l'Italie et avec l'Albanie. Alors l'Albanie c'était un peu l'équipe poil à gratter, disons que elle pouvait poser des problèmes à certains. Ça n'a pas vraiment été le cas, ils ont fait 2 défaites et un match nul. L'Espagne a vraiment pas choqué son monde, mais en tout cas a été très très solide dans cette phase de groupe avec 100% de victoire, et même dans le 3e match contre l'Albanie, même si le score n'était pas foufou, ils ont gagné qu'un seul but à 0, mais ils ont fait quasiment entièrement, enfin à un joueur près je crois, il y avait Laporte peut-être, ils avaient fait tourner tout l'effectif, même le gardien avait soufflé. Donc l'Espagne est une des seules équipes à avoir fait ça dans cet Euro, à avoir pu tranquillement faire tout tourner 100% de son équipe pour le 3e match. Voilà, le premier match contre la Croatie, même si ça avait pas été une grosse domination, parce que les Croates avaient quand même été un peu dangereux, mais l'Espagne avait quand même gagné 3-0, donc ils sont rentrés dans la compétition en gagnant 3-0 direct contre la Croatie, qui est quand même une équipe assez solide au final. Sur les dernières années, la Croatie c'est pas n'importe quelle équipe, suivi d'une victoire contre l'Italie, même si c'était sur un score serré, il y avait eu quand même une grosse domination de l'Espagne sur l'Italie. La victoire était méritée, ils auraient pu mettre plus de buts, mais ils ont mis qu'un seul but, 1-0, mais voilà, encore une victoire, et ils ont fini cette phase de poule sans encaisser de but. Donc vraiment une défense solide, une attaque assez efficace, une Espagne un petit peu plus verticale qui par moment a laissé un petit peu le jeu à son adversaire, en tout cas n'a pas cherché absolument à avoir une possession, et à avoir une possession par moment stérile, ce qu'on avait pu voir sous Luis Enrique, qui voulait pas lâcher l'affaire, on va dire, qui voulait absolument avoir le ballon, quitte à ce que ça nuise entre guillemets à son équipe. C'est ce qu'on avait vu dans la Coupe du Monde, c'est ce que j'avais regretté pour l'Espagne pendant la Coupe du Monde, c'était que ils voulaient tellement avoir le ballon, tellement être dominants, ils obligeaient en fait les adversaires à se regrouper dans leur surface, et sauf que l'Espagne à cette époque-là n'avait pas des joueurs qui faisaient la différence, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams. Donc c'était une Espagne différente. Voilà, là on a une Espagne qui aussi agit beaucoup en contre-attaque, on le verra après, mais dans la compétition ils ont fait 11 contre-attaques, plus que l'Angleterre par exemple, qui a des joueurs peut-être où tu vas dire que l'Angleterre a moins de possession, va jouer un petit peu plus en contre-attaque avec des Bukayo Saka, avec des Phil Foden, avec un Bellingham aussi. C'est des joueurs verticaux, on va dire, c'est pas des joueurs qui vont garder la pelota, même si Phil Foden le fait évidemment avec City, mais c'est des joueurs qui peuvent faire des contre-attaques. Et au final l'Espagne, qui est pas considérée comme une équipe qui joue en contre-attaque, utilise beaucoup plus cette manière de jouer avec Luis de la Pampa. Donc on continue le parcours, l'Espagne qui sort donc de la phase de groupe assez facilement, qui écrase après la Géorgie, même si le match avait mal démarré. Ils prennent un but d'entrée, on se dit comment l'Espagne va réagir. Ils ont pas pris de but de la compétition, et là on commence le match, ils prennent un but, ils courent après le score déjà. Ils ont bien réagi, ils ont mis une fessée à la Géorgie, et on passe au tour suivant, 4-1, et on n'en parle plus. Et puis après là, on a eu déjà une affiche monumentale. Espagne, Allemagne, tu aurais pu être une finale concrètement quand on regarde l'affiche. Ce qui est marrant, c'est qu'à partir des quarts de finale, l'Espagne est tombée sur des adversaires où à chaque fois ça aurait pu être une finale de l'Euro. L'Allemagne, la France, dimanche l'Angleterre, des finales, 3 finales, et pour l'instant donc l'Espagne a joué 2 finales et les a remportées les 2, et ça c'est assez impressionnant. Déjà sortir l'Allemagne qui est à domicile dans son Euro, et l'Allemagne qui était en train de faire un gros Euro collectivement, très solide derrière, très efficace, avec des joueurs qui font beaucoup de différence comme Moussiala, comme Wirtz, des mecs comme ça, un full crew qui sort du banc et qui peut t'allumer les cages. Gundogan aussi très bon, un Kroos qui était en fin de carrière et qui voulait sortir par la grande porte. Bon, il est sorti en blessant Pedri, mais bon, en tout cas voilà, l'Allemagne avait une très grosse équipe, Neuer au cage, tout ça. Quand on faisait un petit peu poste par poste, qu'on comparait l'Espagne à l'Allemagne était au-dessus, et pourtant l'Espagne était allée chercher sa victoire, je sais pas, l'envie, il y a eu quelque chose en plus, ça s'est joué en prolongation, sachant que Luis de la Pampa avait quand même fait un petit peu l'erreur de sortir Nico Williams, de sortir Morata, de sortir Lamine Yamal. Il avait sorti ses joueurs, on va dire, les plus dangereux offensivement, et il y avait une Espagne, on s'est dit ça sent pas bon, parce qu'une Espagne peut-être qui n'a plus de solution, et elle est allée chercher sa solution. C'est passé aussi par Dani Olmo qui avait fait un grand match, un but, une passe décisive dans le match pour Mikel Merino. L'histoire était belle, il a célébré, il a mis
mis un but dans le même stade que son père 33 ans plus tard. Il a fait la même célébration. L'histoire est belle. Donc l'Espagne élimine l'Allemagne, voilà, gros favori du tournoi parce qu'ils sont à domicile, parce que l'Allemagne, voilà, ils sont allés chercher Nagelsmann. Ils ont essayé de construire quelque chose de collectivement assez fort, quoi, avec des gros joueurs aussi, hein, des gros joueurs de ballon. Vraiment, ça jouait très bien l'Allemagne, une équipe moi qui me faisait énormément plaisir à voir. Et voilà, ils ont éliminé et ils sont tombés contre la France. Donc là, c'était typiquement l'adversaire, la France, l'anti-Espagne, la kryptonite, tu vois. La France qui était la défense la plus solide du tournoi. L'Allemagne aussi qui faisait partie des défenses les plus solides du tournoi, avec l'Angleterre peut-être, sûrement, et l'Espagne aussi, qui n'avait pas beaucoup encaissé. Donc voilà, un sacré morceau pour l'Espagne, mais qui sort finalement la France avec pas tant que ça de difficultés. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de tant forcer que ça non plus. Parce que, ils sont, comme je l'ai dit dans le débrief, ils sont allés chercher la victoire avec leurs individualités. Ce qui fait la différence avec l'Espagne des dernières années où c'est plus des victoires collectives, même à l'époque de la Grande Espagne, où l'Espagne gagnait la Coupe du Monde. Je crois que la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, c'était beaucoup de 1-0, des scores assez serrés, même en finale, ça va en prolongation. C'est souvent des scores, c'est pas des gros scores, quoi. Mais pourtant, ils avaient une équipe monstrueuse niveau collectif avec des Xavi, des Busquets, des Xabi Alonso, des Iniesta, David Silva, des Villa, ils avaient une équipe Sergio Ramos, Piqué, bref, collectivement c'était monstrueux cette Espagne là, et pourtant ils n'avaient pas vraiment de joueurs qui individuellement alors c'est bizarre de dire ça parce que on sait qu'à lui tout seul Xavi peut faire une passe qui peut apporter toute la solution, on sait qu'à lui tout seul David Villa peut marquer un but, voilà, dans un petit trou de souris il envoie une lucarne, on sait qu'Iniesta peut faire beaucoup de différence, mais cette Espagne était plus collectivement forte que vraiment individuellement à faire toute la différence. Par exemple, typiquement, regardez le but de Lamine Yamal. C'est une action certes collective dans le sens où t'as les joueurs qui font les déplacements, qui libèrent les espaces, tout ça, mais il est allé chercher le but lui tout seul, Lamine. Donc voilà, c'est une Espagne un petit peu différente. Comme je l'ai dit, c'était le football contre l'anti-football, la France, et c'est un peu le même cas avec l'Angleterre. C'est assez étonnant parce que l'Angleterre, même la France, ont des joueurs vraiment avec énormément de talent sur le papier, et pourtant collectivement ils n'arrivent pas spécialement à jouer. Même si ça a été très différent pour l'Angleterre contre les Pays-Bas en demi-finale. Donc on va passer au parcours de l'Angleterre quand même. Phase de groupe, où ils avaient un groupe un petit peu plus abordable, en tout cas sur le papier, que l'Espagne. Ils étaient avec la Serbie, le Danemark et la Slovénie. Donc sur le papier, évidemment, ça sonne pas pareil. Et ils sont quand même sortis de ce groupe-là en ayant une seule victoire et 2 buts marqués sur 3 matchs, en ayant pris 1 but. Donc c'est vraiment un parcours de groupe. Ça a démarré assez mal pour l'Angleterre. Franchement, c'était pas fou à voir. Ils ont quand même fini premier de son groupe parce que le Danemark a fait 3 matchs nuls, parce que la Slovénie a fait 3 matchs nuls, parce que la Serbie a perdu un match et fait 2 matchs nuls. Donc vraiment, voilà, nul c'est le mot pour résumer ce groupe-là. Mais on a senti que l'Angleterre est quand même un petit peu montée en puissance. On a vu un match contre le Danemark, Danemark contre l'Angleterre, une Danemark qui est un peu à l'image de l'Espagne, qui est une équipe qui domine un petit peu ses adversaires, qui aime bien avoir le ballon, tout ça. Ça se joue comme souvent, le Danemark n'a pas beaucoup d'individualités vraiment qui vont faire des différences, et c'est là que la différence se fait avec l'Angleterre, qui a des individualités. Même si ça reste collectivement assez faible, l'Angleterre, même s'ils ont du mal collectivement parce qu'ils ont un coach, voilà. Mais il y a quand même des individualités qui peuvent faire des différences. Il y a un Harry Kane devant qui reste un grand attaquant, même si on sait qu'Harry Kane, voilà, c'est un peu un poissard, mais ça reste un très grand attaquant, un mec qui peut marquer un but à tout moment, voilà, qui peut faire des différences aussi par son physique, par son jeu, son intelligence de jeu, tout ça. Bukayo Saka qui est très fort, Phil Foden, la relation avec Mainu. Et ça, c'est un peu la différence aussi qu'on a vu avec cette Angleterre, c'est que le coach aussi a su changer un petit peu les choses, changer un petit peu son équipe. Il a démarré en utilisant un petit peu mal ses joueurs. Il a essayé, il a cherché pendant tout le début de la compétition un double pivot qui marchait, Declan Rice, Alexander Arnold au début de la compétition, et là on a Mainu, jeune pépite de Manchester United qui est extrêmement fort, qui est vraiment, j'aime beaucoup ce joueur, et il a installé et c'est la meilleure chose qu'il a fait pendant l'Euro, le coach, c'est d'installer Mainu dans le double pivot, et on voit la relation entre Mainu et Phil Foden, on l'a vu contre les Pays-Bas, c'est du très très costaud. Donc en sortant des poules, l'Angleterre a battu la Slovaquie 2-1, bon, rien de fou.
Ils sont allés chercher la victoire en fin de match. Franchement, c'était serré. C'était pas joué forcément pour l'Angleterre. L'Angleterre qui n'a pas été, alors qui a dominé, qui a eu la possession dans le sens voilà, ils ont eu plus le ballon. Mais en termes d'occasion, de mérite, je suis vraiment pas sûr que l'Angleterre mérite de passer contre la Slovaquie. La Slovaquie qui avait une très belle équipe, avec principalement Lobotka. Je vais pas vous dire que je connais tous les joueurs. Principalement Lobotka en vrai, la Slovaquie avait fait vraiment un très bon Euro. Et avec ce milieu-là très dominant, avec Lobotka qui contrôlait tout au milieu, c'était très fort. C'était très fort. La Slovaquie qui s'est créé pas mal d'occasions. L'Angleterre a été très chanceuse. Ça s'est joué en prolongation. Bellingham qui fait sa reprise de volée. Alors du coup, forcément, ça a parlé de Bellingham comme le sauveur, comme le ballon d'or, comme tout ce que vous voulez. C'est sa manière à lui aussi de sauver son Euro. On retiendra évidemment sa bicyclette, mais pas son apport dans le jeu, qui a été 0. Et donc il a envoyé son équipe en prolongation. Harry Kane qui a marqué dès le début des prolongations, et puis après ça a tenu. Ils ont posé le bus, concrètement la Slovaquie qui a poussé, mais qui n'avait pas, encore une fois, les individualités peut-être pour faire les différences, pour aller chercher cette victoire. Une fois qu'ils ont éliminé la Slovaquie, ils sont tombés sur la Suisse. La Suisse qui était une très belle équipe aussi de cet Euro. Une équipe où ça jouait vraiment bien au football. En termes d'occasions créées, la Suisse était au-dessus de l'Angleterre, encore une fois. L'Angleterre c'était assez pauvre. Ils ont fait la différence grâce à Bukayo Saka qui a entretenu un petit peu ce suspense là. Ils ont réussi à égaliser très tôt, juste après le but, 5 minutes après le but de la Suisse. Donc ils ont eu ce sursaut d'orgueil, je sais pas. Bukayo Saka qui a fait la différence, qui a réussi à égaliser. Prolongation, tir au but, et là les tirs au but, eh bien l'Angleterre est passée. Donc encore une fois c'était serré. Encore une fois l'Angleterre est passée, mais c'était pas forcément mérité plus que ça. Vous allez me dire ouais, t'es complètement anti-Angleterre. C'est la vérité. Quand on regarde les occasions dangereuses, la Slovaquie avait eu beaucoup plus d'occasions que l'Angleterre de passer en termes d'expected goal, de buts attendus. Ils étaient au-dessus. Et pareil avec la Suisse. Quand on regarde le match, quand on regarde les occasions, la Suisse était légèrement supérieure à cette Angleterre. Même si cette Angleterre arrive à dominer, supérieure à ses équipes en tenant le ballon et par rapport à ses individualités. Dans le match, quand tu regardes le match, t'as pas la sensation que l'Angleterre est énormément au-dessus de son adversaire. Tu vois, est très au-dessus. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. Et le seul match vraiment où t'as senti l'Angleterre qui a commencé à jouer, on va dire, c'était contre les Pays-Bas finalement. Demi-finale, l'Angleterre là s'est réveillée, a commencé à jouer. Au final, les Pays-Bas, c'était pas si mal non plus. Les Pays-Bas qui avaient fait un Euro pas non plus incroyable, qui avaient joué sur ces joueurs qui font les différences, hein, Gakpo et Xavi Simons. C'était un peu ça a démarré comme ça avec les Pays-Bas, avec Xavi Simons qui a mis un but magnifique. Mais l'Angleterre est allée chercher, ils sont allés chercher la victoire avec un penalty, et puis un but à la fin. Ça s'est joué encore une fois en fin de match. J'ai l'impression que cette Angleterre-là, elle a les ressources aussi, ou peut-être cette petite chance en plus, j'en sais rien. Mais elle a ce petit truc en plus pour aller chercher les victoires ou les égalisations en fin de match. Ça s'est beaucoup joué quand on regarde les matchs de l'Angleterre, ça s'est beaucoup joué en fin de match. Donc attention à l'Espagne, il faudra être attentive, il faudra être costaud tout au long du match parce que c'est pas juste on a gagné le début. Ce sera pas comme la France, quoi. La France, ils ont arrêté de jouer en deuxième mi-temps. L'Espagne a pu gérer le match pendant 45 minutes sur la deuxième mi-temps et ça s'est arrêté, quoi. Là l'Angleterre ils peuvent aller chercher des buts en fin de match même si ça joue pas. Quand on regarde un peu le match, c'était assez calme. La deuxième mi-temps, l'Angleterre elle a pas fait grand chose contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont peut-être eu les plus grosses occasions, mais au final l'Angleterre a eu une grosse occasion en fin de match par son remplaçant Watkins et il l'a mise au fond. C'est tout. Donc moi ce que je retiens de cette Angleterre là, c'est qu'elle a ce petit truc en plus, cette chance, j'ai l'impression, ou cette puissance peut-être, je sais pas, pour aller chercher la victoire à la fin. Il faudra faire attention. La relation entre Mainoo et Phil Foden qui devient très intéressante, ce qu'on a vu contre les Pays-Bas où vraiment ils arrivaient à se trouver, c'était très très intéressant. Bukayo Saka qui reste le danger numéro 1 en termes de percussion, en termes de dribble, et puis ils ont une défense assez solide aussi l'Angleterre de toute façon. Quand on regarde un petit peu les stats, quand on compare les stats de l'Angleterre, je vais vous comparer vite fait les stats, hein, le face à face, c'est des équipes un peu différentes qui se ressemblent par certaines choses, c'est-à-dire plutôt la possession. L'Angleterre c'est une équipe qui a limite plus le ballon, qui a eu plus le ballon. Alors certes ils n'ont pas joué contre les mêmes adversaires, mais ils ont eu un peu plus le ballon pendant cet Euro que l'Espagne, et pourtant ils ont quand même été moins dangereux. Là, en termes de buts, l'Espagne a quasiment mis 2 fois plus de buts que l'Angleterre, 13 buts pour l'Espagne, 7 buts pour l'Angleterre, et ils ont encaissé à peu près le même nombre de buts, 3 buts pour l'Espagne, 4 buts pour l'Angleterre. Donc 2,2 buts par match pour l'Espagne
et 1,2 pour l'Angleterre. Donc vraiment, c'est voilà, sachant qu'ils ont mis un penalty et l'Espagne n'a pas mis de penalty en tout cas. Donc quand on regarde la possession, l'Espagne ils sont à 57 en moyenne, 57,3 de possession de possession par match, et l'Angleterre ils sont à 58% de possession par match. Donc l'Angleterre est légèrement supérieure. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas joué contre les mêmes adversaires, donc on peut pas se baser par rapport à ça. Mais ça reste une équipe qui a la plupart du temps le ballon, l'Angleterre, tout comme l'Espagne. Donc ça va être un peu je pense concrètement que l'Espagne va avoir la possession dans ce match-là, et donc l'Angleterre va devoir jouer un petit peu autrement. Maintenant, faut pas que l'Espagne ait le monopole du ballon et commence à s'enfermer dans ce qui a fait leur malheur, on va dire, ces derniers temps. Je l'ai dit en début de vidéo, Luis Enrique, on garde la possession, les autres ils posent le bus et on n'a pas de solution. Comme je l'ai dit, en termes de contre-attaque, on a une Espagne qui est quand même bien différente. 11 contre-attaques dans cet Euro pour l'Espagne et 2 pour l'Angleterre seulement. Donc quand on regarde l'Angleterre, on se dit ouais, il y a des joueurs un peu de contre-attaque, Bukayo Saka, des mecs comme ça qui peuvent jouer de manière assez verticale, même Mainoo qui a un bon jeu de passe et qui peut envoyer des ballons vers l'avant, un Bellingham qui est souvent à faire des appels et souvent attendre dans la surface parce qu'au final au milieu il n'arrive pas trop à faire grand chose. Et donc vraiment une équipe de l'Angleterre, tu te dis comme ça quand tu la vois de l'extérieur, tu te dis ouais, ça peut être une équipe verticale. Et au final on voit que l'Espagne a eu largement plus de contre-attaques. Donc il faut aussi rester dans ce truc là, à moitié quand même avoir cette possession, cette domination, construire les occasions, mais aussi savoir faire les contre-attaques quand il faut les faire, avec des Nico Williams, avec des Morata, avec des Lamine Yamal, des Fabian Ruiz aussi, des Dani Olmo, des mecs qui sont très verticaux, qui peuvent aussi des fois attaquer de manière contre-attaque de manière verticale. En termes de buts encaissés, on est quasiment sur de la même chose, 0,5 pour l'Espagne, 0,7 pour l'Angleterre. Donc comme je l'ai dit, voilà, l'Espagne a encaissé 3 buts et l'Angleterre 4, je crois, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est assez proche en termes de défense, c'est deux défenses assez solides. Après c'est dans les duels qu'il y a une petite différence. L'Angleterre qui réussit un petit peu plus ses duels que l'Espagne. Ils vont moins au duel, un petit peu moins au duel que les Espagnols, et ils réussissent plus leur duel. Mais principalement des duels au sol, en fait. Ça qui est intéressant, bon, c'est une petite stat à savoir par rapport au jeu de tête, par rapport à tout ça. Les Anglais, ils ont beaucoup plus de réussite dans les duels au sol. Les Espagnols ont beaucoup plus de réussite dans les duels aériens, sachant qu'ils ont eu à peu près le même nombre de duels. C'est pas l'Espagne a réussi beaucoup plus de duels parce qu'elle a eu 2 fois de plus de duels que l'Angleterre à faire. Non, ils ont eu à peu près le même nombre de duels. C'est juste que la réussite est beaucoup plus importante côté espagnol pour l'aérien que l'Angleterre. Bref, c'est des petites stats comme ça, rien de fou en soi. Ça veut pas dire que l'Espagne va mettre un 4-0 à l'Angleterre. Les stats, c'est juste pour avoir une petite info comme ça, pour remettre en contexte le match. Un match et surtout une finale, ça se joue, ça ne se lit pas comme ça dans les stats. Ça reste une finale, il y a la pression aussi qui rentre en compte, il y a toutes ces choses-là. Et on va parler un petit peu de la pression parce qu'on va parler des joueurs clés. Joueurs clés, évidemment, de cette finale, on va commencer par l'Espagne. Je dirais que c'est Lamine Yamal. Évidemment, il y a Lamine Yamal, il y a Nico Williams, il y a Rodri. Il y a beaucoup de joueurs en vrai. Parce que Fabian Ruiz aussi, il fait un très gros Euro au milieu de terrain et je l'ai trouvé contre la France très très en dessous de ce qu'il avait fait. Donc on va voir s'il arrive à retrouver ce qu'il avait fait avant pour sublimer un peu cette finale. Mais je pense que le joueur important au milieu de terrain, ça reste Rodri. Et le joueur important en attaque, ça reste Lamine Yamal. C'est un peu les deux joueurs clés côté espagnol. Évidemment, il y a toujours la défense, le gardien, il faut qu'il soit au niveau. Mais Rodri, il tient la baraque. Très sous-coté son Euro. Il fait un Euro de patron. Personne n'en parle parce que c'est Rodri, parce que c'est un 6, parce que parce qu'il marque pas des buts et tout ça. Il met pas de reprise de volée, de retournées acrobatiques. Mais ça reste le patron du milieu. Et s'il n'y a pas Rodri dans cette équipe d'Espagne, la donne est très très différente. Et donc Lamine Yamal, on parlait un peu de pression. Il y a eu beaucoup de choses par rapport à la pression. Avant le match de l'Allemagne, on a l'ancien gardien de Lehmann, allemand, qui a parlé sur cette équipe espagnole, qui a dit, eh bien cette équipe espagnole, elle paraît un peu inexpérimentée. Elle est très jeune, machin. Donc il y aura peut-être cette pression-là. Ils ont pas assez l'expérience pour aller pour battre cette Allemagne, tout ça. Et au final, ça s'est pas bien passé pour les Allemands. Contre la France, on a Rabiot qui a parlé. Alors c'était pas vraiment avec beaucoup de méchanceté. On peut le prendre comme on veut. Il a parlé avant, voilà, machin. Au final, les Espagnols n'ont pas spécialement parlé. Et alors que les Français, surtout Rabiot, a dit donc, même s'il l'a dit, franchement, j'ai vu sa déclaration, il a pas dit avec de la méchanceté non plus dans le ton. Mais il a quand même parlé de ça. Il a dit oui, Lamine Yamal, il a pas trop de pression pour le moment, mais on doit devoir nous lui mettre la pression. Et il va devoir faire plus pour aller plus loin dans la compétition. Je crois que Rabiot a eu sa réponse et je crois que tout le monde a eu sa réponse concernant la jeunesse, l'âge, l'inexpérience de cette équipe espagnole, l'inexpérience, le manque de maturité peut-être
sur le papier ou ce qu'on peut croire comme manque de maturité parce qu'il y a une équipe assez jeune, parce que Lamine Yamal n'a même pas encore 17 ans, il aura 17 ans un jour avant le match, et bien je pense qu'il a répondu à tout le monde aussi, Lamine. La pression, il la boit, tout simplement. Enfin, pas encore, parce qu'il n'a pas l'âge. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il paraît complètement hermétique à cette pression, Lamine. Il joue une demi-finale d'un Euro, il joue sans pression, il est le joueur de cette demi-finale, il est élu homme du match, il te met un but légendaire alors qu'il a 16 ans, il n'a même pas encore 17 ans. Donc la pression, il n'a pas l'air non plus d'être très affecté par ça. On verra, mais il y a quand même cette petite pression d'une finale, mais on sent quand même que ces joueurs-là sont différents, que Lamine est différent et que la pression, il n'a pas l'air de, comme je l'ai dit, d'être vraiment touché par ça. Il est touché plus par la grâce. Autre joueur clé donc côté anglais, il y a Rice, Declan Rice, il fait un gros Euro au milieu, l'image de ce que Rodri est pour l'Espagne. Declan Rice est un peu la même chose pour cette Angleterre. Et après il y a Phil Foden. Même si on sent pas vraiment cette Angleterre où il y a vraiment une grosse individualité, mais Phil Foden, on peut dire que il fait partie de ces individualités qui peuvent se réveiller parce que il fait un Euro correct, mais à l'image de sa saison, c'est un petit peu en dessous quand même. Par rapport à ce qu'il a fait à City cette saison, il a été monstrueux. On attendait un gros haut de Phil Foden. Pour l'instant, c'est pas énorme, mais on sent que l'Angleterre monte en puissance et que Phil Foden pourrait aussi faire une grande finale, qui sait. Puis après, il y a toujours Bellingham, évidemment. Moi, je considère Bellingham comme un des joueurs les plus surcotés de la planète actuellement. Mais ça reste un joueur qui est clutch. On l'a vu avec le Real Madrid cette saison, s'il est dans la surface, il peut faire très mal. On l'a vu contre la Slovaquie où il met ce but-là égalisateur en fin de match. Il sort cette action-là. Il faut quand même avoir de sacrés cojones pour sortir une action comme ça. Ça, je le concède. Maintenant, dans le jeu, Bellingham, il se prend pour Zidane, mais on est plus proche de Dilac Moriba, qu'on connaissait au Barça. C'est un joueur qui a pas forcément de QI pour... Enfin, j'ai l'impression, après peut-être que vous allez me dire que j'en fais beaucoup. Mais quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu sur le terrain, en tout cas avec l'Angleterre. Le Real, ça marche très bien parce qu'il sait qu'il joue en attaque. J'ai hâte de voir ce qui va se passer la saison prochaine quand Mbappé va être là et qu'il va devoir jouer au milieu de terrain et faire le jeu quand il y aura plus cross, tout ça. Ça va être un peu différent. Bellingham au milieu, quand il doit faire le jeu, participer au jeu, il n'est pas forcément très bon. Il sert à rien concrètement, je trouve. Il faut qu'il laisse le ballon à Phil Foden qui est toujours très intéressant, Mainoo qui est très intéressant au milieu, des mecs qui savent quoi faire avec le ballon. Bellingham, il faut qu'il soit à l'entrée de la surface, il faut qu'il soit dans cette surface-là, qui cherche à être à la retombée des centres, tout ça. Mais ça reste un joueur clé qui peut mettre un but, sortir un but de nulle part. On a vu Bellingham souvent marquer des buts avec le Real. On a vu Bellingham là marquer des buts à la dernière minute. On a vu cette Angleterre qui marquait beaucoup en fin de match. Donc on connaît. On sait très bien que ça peut arriver. Par rapport à la composition d'équipe, les gars, bon, je vais la faire vite fait comme ça. Je vais pas vous faire de visuel, tout ça. On va baisser cette lumière. Par rapport à la composition d'équipe, moi, je partirais quand même. On a quand même côté espagnol. Après, l'Angleterre, bon, ça sera la même que contre les Pays-Bas, je pense. Côté Espagne, je pense qu'on va repartir avec Nacho. Il y a le retour de Carvajal qui va être titulaire. Navas a fait son match, sa demi-finale. Il a donné. Il a donné le dernier champion du monde dans cette équipe. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il va pouvoir partir à la retraite tranquillement avec le sens du devoir accompli. mais donc Carvajal va revenir et il va être important. D'ailleurs, évidemment. Je pense que Nacho a fait sa demi-finale. Je pense qu'il a prouvé qu'il devait être titulaire. Je pense qu'il doit partir aussi là-dessus. Le Normand, bien qu'il soit agressif, bien qu'il soit important dans les duels, des trucs comme ça, je le trouve pas très intéressant avec le ballon. Je trouve que Nacho a suffisamment ce qu'il faut pour réussir les duels, être assez agressif. Pas autant que le Normand parce qu'il est peut-être moins frais physiquement, tout ça, mais il a quand même ce qu'il faut. Et avec ballon, il est beaucoup plus intéressant que le Normand qui sait pas quoi faire du ballon, le Normand. Il va être bien à l'Atlético Madrid. On a Laporte, qui est pas ouf, qui est pas non plus dans la forme de sa vie, qui tient un peu la baraque quand même et qui est intéressant par son jeu de passe derrière. Et Nacho qui a montré ici qu'il était très intéressant avec son jeu de passe contre la France. Donc je repartirai moi avec Nacho, Laporte, Cucurella, Carvajal. Et milieu de terrain, après, c'est du classique. Fabian Ruiz, Rodri, Olmo en 10, Morata devant et Nico et Lamine sur les ailes. Pas de surprise vraiment. Juste la seule surprise pour moi, ça devrait être Nacho. Je pense qu'il devrait être titulaire. Maintenant, on va voir les amis. Maintenant, l'histoire doit s'écrire sous nos yeux. Et j'espère que Lamine soulèvera son premier trophée avec sa sélection. À peine 17 ans, quoi. Ça serait beau. Ce serait pour l'histoire. Et j'espère pour nos Barcelonais qui remporteront leur premier trophée. Enfin, leur premier trophée. Il y a eu la Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps. Mais leur premier Euro comme ça, trophée vraiment important avec la sélection. Pour écrire l'histoire après et qui continue à écrire l'histoire du football tout simplement. Parce que c'est beau. Lamine le mérite les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.